Bonjour à tous et à toutes. Si vous nous rejoignez, bienvenue à ce journal, un journal qui partira de la cité de l'Union africaine où le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, était en réunion avec les commandants de régiments de la 3e zone militaire de province du Nord, Sud Kivu, Maniema et ceux de l'ex-province orientale. Pierre Kibambeso Moïsa nous en dit plus. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, singulièrement dans la partie est de la RDC, a toujours préoccupé au plus haut point le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après son entretien le mardi 1er décembre dernier avec les officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la police nationale, le chef de l'État a reçu ce jeudi 10 décembre 2020 pour une causerie morale tous les commandants des régiments des opérations de traque contre les forces négatives dans la 3e zone de défense. Le commandant suprême des forces armées a rappelé au chef des unités combattantes de la 3e zone militaire sa détermination d'éradiquer l'insécurité dans l'est du pays. Venu du front dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et l'ex-province orientale, ces commandants des opérations, une cinquantaine au total, ont adressé un message de soutien total au chef de l'État. Nous, commandants des régiments, engagés dans les opérations de traque contre les forces négatives dans la 3e zone de défense, avons suivi avec intérêt vos sages conseils et recommandations. Nous rassurons votre plus haute autorité que nous allons les mettre en pratique quoi qu'il en coûte. De la même manière, nous affirmons notre totale détermination à n'exécuter que les ordres émanant de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire les ordres et instructions venant de votre plus haute autorité en sa qualité de commandant suprême. Le caractère apolitique, national et républicain des forces armées, consacré par la Constitution de notre pays, nous impose loyauté et fidélité au commandant suprême, au peuple congolais et disponibilité totale au service de la nation tout entière. Grâce à votre clairvoyance et à la nouvelle impulsion que vous insufflez à notre outil de défense, nous sommes plus que convaincus et suffisamment armés pour éteindre tous les foyers de tension dans la 3e zone de défense. Restons soumis à vos ordres. Les commandants régiments des zones opérationnelles dans l'est du pays ont été encadrés par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamou Sensé, assisté de ses adjoints et de l'inspecteur général des FARDC, le général Kumba Tangofo. Un nouveau paysage politique se dessine en République démocratique du Congo avec la destitution de la présidente de la Chambre basse du Parlement par 281 voix contre 200. Janine Mabunda et 4 autres membres de son bureau sont tombés le jeudi dernier à l'issue du vote organisé à la plénière de l'Assemblée nationale. Edith Chala nous fait le point. Cette plénière est la 2e du bureau d'âge conduit par le doyen d'âge, l'honorable Mbosoko Diapwanga. Elle n'a qu'un seul point à l'ordre du jour, c'est l'examen des pétitions initiées contre les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, chacun individuellement. Quand elle s'ouvre, il y a déjà des étincelles dans l'air, la pression est perceptible. Elle se traduit parfois par ce qui ressemble à l'agitation. Les honorables Nzekouye, Lumeya, Inagosi brûlent d'envie d'intervenir par motion incidentielle, murmure-t-il. Mbosoko Diapwanga est imperturbable. Il n'y aura pas de prise de parole, sinon les représentants au porte-parole des pétitionnaires, à raison d'une personne par pétition, qui avait à exposer, égrener un à un
les griefs retenus à charge de chaque membre du bureau mis en cause. Le droit de la défense était garanti. Tous les membres du bureau sortis ont pris parole pour présenter leurs moyens de défense. La présidente, la première, Janine Mabunda Lioko, a botté en touche et a demandé à la plénière souveraine de rejeter la pétition contre elle, tout en concluant par présenter ses excuses pour une action ou une autre qui aurait été mal comprise. Tous se sont défendus, sauf un. Le questeur adjoint est tombé malade et un sursis lui a été accordé par la plénière. Il s'en est donc suivi un long et laborieux processus de vote. Témoins de deux côtés, pétitionnaires et bureaux incriminés, plus scrutateurs, 483 députés nationaux ont par appel nominal exercé leur devoir parlementaire. Au dépouillement, le stress gagne les deux camps. Le décompte des bulletins de l'urne de la pétition contre la présidente de l'Assemblée nationale révèle un séisme à venir. 281 voix pour, 200 voix contre, une abstention, un bulletin nul. Mabunda tombe, le Front commun pour le Congo avec. L'Union sacrée pour la nation jubile, un embrasement total dans la salle qui sonne le glas d'une majorité parlementaire, le FCC. Nous voulons vous remercier pour le sens du devoir et des responsabilités, pour la maîtrise et le dépassement de soi dont vous avez fait montre tout au long de cet exercice démocratique. La série va se poursuivre. Aucun membre du bureau dont la pétition a été soumise au vote n'a survécu. Le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda est déchu. Sur le plan politique, les conséquences avec beaucoup d'implications sont à attendre. L'avenir très proche nous le dira. Plusieurs réactions ont été enregistrées le jeudi après la déchéance de Janine Mabunda de son poste de la présidente de l'Assemblée nationale. En voici quelques-unes. Il y a eu la défense du rapporteur. Il a démontré noir sur blanc qu'il y a eu de personnes qui ont signé sans pour avoir la qualité de députés nationaux. Il y a aussi ceux-là qui ont signé doublement, donc il y a eu de doublons. Ce qui signifie que tout ce que nous avons fait ici a été, a eu une base confectionnée de tricherie. Et on ne devrait même pas procéder au vote. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Cette institution retourne et revient à la République. Elle redevient une institution de service et au service du peuple. Et l'Assemblée nationale retrouve sa fierté, elle retrouve sa notoriété, elle retrouve son identité, elle retrouve sa dignité. En fait, nous avons accompli une mission pour laquelle nos électeurs nous envoyaient ici au Parlement. Le bureau d'âge était transparent sur le plan sécuritaire, sur tout le plan. Et nous ne reculerons jamais devant les sacrifices qui assurent le développement de notre pays. Je crois que la renaissance du Congo commence aujourd'hui. Et nous tenons d'abord aussi à remercier tous les députés nationaux de toutes tendances confondues, FCC, CACH, Lamouka, etc. Parce qu'ils ont mis d'abord l'intérêt de notre peuple devant les intérêts personnels et égoïstes. Ce qui est arrivé aujourd'hui sera écrit dans les annales de l'histoire de notre pays et je pense que la renaissance du Congo commence aujourd'hui. Nous sommes satisfaits et nous souhaitons bonne chance à l'opposition qui sera certainement républicaine et nous leur demandons d'être... Non, mais je crois que pour une fois, ils ne vont pas faire l'opposition, je crois qu'ils vont nous rejoindre dans la vision du président de la République. Aujourd'hui, la majorité a basculé. Le Congo, c'est un nouveau Congo qui va commencer. Avec comme président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a plus de président comme les gens le pensaient. Fini les mots d'ordre. Fini ces oukases qui viennent de je ne sais où. Fini ce pouvoir personnel qui était érigé ici en règle et qui s'imposait à tous. Aujourd'hui, nous voulons que cette chambre respire la démocratie et soit le temple de la liberté. Elle ne voulait pas nous accorder des paroles. Moi, je crois que c'est une délivrance pour nous et pour la population congolaise. Nous allons mettre en place un bon bureau qui va prendre compte des sociales des députés, qui va se soucier de la population congolaise, qui va se soucier de nos assistants et de tout le monde. L'état de droit vient de s'installer.
Ça s'est passé en toute transparence et le peuple vient de se prononcer à travers ses représentants. Nous, c'est l'FCC, nous venons de perdre pour la présidence et que nous comptons quand on mettra d'autres candidats et nous l'espérons que la présidence, nous pouvons le récupérer. Les gens qui sont partis, tout le monde avait sa raison de partir. Peut-être c'est la tête de Mabunda qui ne les plaisait même pas, mais pour le moment, je vous dis que vous allez voir, il n'y a pas encore la victoire. La victoire, c'est quand nous allons terminer à mettre un autre bureau. On ne pouvait pas continuer avec cette assemblée, avec ces bureaux qui nous dirigeaient avec une gestion très opaque. Il y a de cela 2 ans que nous sommes dans cette chambre. Rien ne marche. Les intérêts de nos populations bloqués. Alors aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous allons renouveler les bureaux. J'ose croire qu'avec les nouveaux bureaux, les choses vont aller de l'avant et nos électeurs vont se retrouver. Je voudrais remercier Mme Mabunda pour les 2 années passées ensemble avec elle à la tête de notre institution. Elle a fait sa part, elle a été soumise à son devoir de redevabilité. Ça n'a pas marché, elle a rendu compte et elle a perdu. C'est des choses qui arrivent. Première chose. Deuxième chose, ce soir, je n'ai pas assisté, j'ai contribué, j'ai participé et je suis architecte de cette victoire de ce soir. Cette victoire, ce n'est pas sur Mme Mabunda, c'est sur une gouvernance malhonnête, maladroite et méprisable de l'Assemblée nationale. Maintenant, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons la majorité, nous pouvons gouverner dans le même sens qui était tracé par le président de la République, c'est-à-dire une union sacrée pour la nation. Et vous avez vu 281 députés contre Mabunda. C'était le FCC là-dedans. De quel FCC on parle? Le PPRD a voté. Donc tous, c'est l'union sacrée pour la nation. L'institution Assemblée était gérée comme une boutique, comme un bien privé. Alors la majorité des députés ont compris que ça avait tout son sens, cette pétition. Nous nous réjouissons. C'est devant tout le monde et d'une manière très démocratique. Nous sommes contents pour que cette institution puisse redémarrer et se mettre au service de la population. Nous avons du respect pour l'honorable Mabunda. Nous lui souhaitons bonne chance et les députés nationaux et se mettra sur les bancs comme nous pour suivre comment les autres peuvent diriger, peuvent ne plus s'asseoir sur des initiatives de contrôle parlementaire, vont faire programmer les initiatives de loi. Et ça, c'est très important. De l'autre côté du Sénat, 3 projets de loi étaient sous examen hier. Il s'agit de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2020, la loi portant reddition de comptes de finances pour l'exercice 2019 et la loi de finances pour l'exercice 2021. 2 membres du gouvernement ont fait l'économie générale de ce projet devant le sénateur une fois de plus Redi Tchala et Berthomou Konkole. 4 points inscrits à l'ordre du jour de cette plénière dirigée par l'honorable président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Le premier, la communication du président sur la convocation lundi prochain du Congrès pour l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. La décision de convocation a été lue par la rapporteure adjointe, l'honorable Sona Kamitatou. Les 3 points restants portaient sur les 3 projets de loi. L'un sur la reddition des comptes de la loi des finances du pouvoir central numéro 18/025 du 13 décembre 2018 pour l'exercice 2019. Un autre sur le projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2020 et le 3e sur le projet de loi des finances exercice 2021. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Mayo Mambeke et le ministre des Finances, José Sele Yalagouli, sont venus présenter l'économie des textes de loi qui sont en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement. Après ces exposés qui ont retenu la particulière attention de la plénière, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, a proposé pour économiser le temps que les sénateurs ayant des amendements puissent les faire parvenir à la commission ECOFIN qui analyse déjà les textes de loi depuis quelques jours. L'objection du sénateur Moulicho qui fustigeait cette attitude du gouvernement qui amène toujours les projets de loi en fin de session budgétaire et impose ainsi au Sénat un travail d'endossement. L'honorable président du Sénat a reçu pertinemment cette objection et a promis des recommandations à ce sujet au gouvernement de la République. La prochaine plénière, prévue lundi après le Congrès, examinera le rapport de la commission ECOFIN
en présence des membres du gouvernement concernés, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Finances, accompagné comme aujourd'hui par le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement. Dans le reste de l'actualité, un bâtiment de 4 niveaux sera bientôt érigé pour abriter la coordination informatique interministérielle, un service important du ministère du Budget. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a posé la première pierre de cet édifice dont le coût est estimé à plus de 2 millions de dollars américains. Reportage Françoise Bouela-Boaki sur les images de Pompomba. Tout attentionné pour découvrir la maquette du futur bâtiment de la coordination informatique interministérielle, la C2I en abrégé. Ce jeudi 10 décembre 2020, un grand jour pour voir la pose de la première pierre de construction d'une œuvre qui va moderniser les services du ministère du Budget. Un grand pas franchi par l'équipe Ilunkamba pour ce dossier qui a connu 7 années de tergiversation, dont l'inaccessibilité du premier site situé dans l'enceinte de la DGRAD. Le bâtiment qui sera érigé sur ce nouveau lieu est un immeuble de type R+4, rez-de-chaussée plus 4 niveaux, bâti sur une superficie de 1500 m² pour un coût total de 2 114 695,19 $. Sa construction permettra au service de l'administration du budget de travailler dans des conditions optimales et de faciliter l'échange de données avec la direction du contrôle budgétaire, la direction du Trésor et de l'ordonnancement ainsi que la Banque centrale du Congo. C'est un bâtiment qui va marquer et permettre l'intégration informatique effective de l'administration financière du pays. Cette action vient allonger la liste des réalisations à l'actif du gouvernement Ilunga Ilunkamba en vue de la modernisation du ministère du Budget. Le vice-premier ministre, ministre du Budget Jean-Baudouin Mayomambeke a cité la modernisation des équipements du CENAPI, le projet de construction du bâtiment de la DGCMP et celui de la Direction nationale des politiques et des programmations budgétaires, la construction des bâtiments des services déconcentrés en province. Il a également mis en exergue la volonté du Premier ministre Ilunga Ilunkamba qui s'investit malgré la récession économique imposée par la Covid-19 pour soutenir le cadre macroéconomique en contenant le taux d'inflation ainsi que le taux de change et pour enfin donner tant soit peu au pays un minimum d'infrastructures pour le bien du peuple congolais en général et du fonctionnaire en particulier. Par ailleurs, 1 400 000 $ américains, c'est l'équivalent de l'enveloppe mise à la disposition de l'Office de route pour la réhabilitation de la route nationale numéro 4, tronçon compris entre Kisangani et Mambasa. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise SZTC sur financement du Fonds national d'entretien routier. On fait le point avec Blaise Boko Kassanza. Brève cérémonie mais pleine de signification, c'est la remise d'un chèque équivalent en francs congolais de 1 400 000 $ américains à l'entreprise chinoise Zengwei pour l'exécution des travaux de réhabilitation de la RN4 dans son tronçon compris entre Kisangani dans la province de la Chopo et Mambasa dans l'Ituri. Axe routier long de plus de 600 km sur financement du FONER, comme le précise le directeur général de l'Office des routes. Le montant que nous avons reçu, c'est le montant que nous avons payé totalement. Il faudrait que ça soit clairement dit. Donc, ce titre a été déposé à notre banque et je vais remettre face à la presse ici une copie de ça, puisque c'est déposé à la banque. Donc, ici, voilà une copie de ce titre. La remise du chèque à cette entreprise chinoise intervient 2 jours après la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties, ce après la non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics, ce qui constitue un motif de soulagement des caucus des élus nationaux de la Chopo et de l'Ituri. Partiellement oui, parce que Kisangani est alimenté par la RN4.
Ces bouffées d'oxygène aujourd'hui ne pourra pas décanter toute la situation immédiatement. Et le montant que nous étions en train de chercher, sa destination, nous avons vu la destination de cet argent, de 1 400 000 $, pour ce qui devra servir une partie de l'axe routier Kisangani-Komanda, équivalent de 630 km. Un acompte sur les 8 millions prévus remis, l'heure est à l'exécution des travaux pour mettre fin au calvaire des automobilistes qui font des semaines et des semaines avant d'atteindre la destination. Et c'est dans une ambiance bon enfant que les partis en présence se sont séparés avec l'espoir de voir la RN4 entièrement réhabilitée afin d'évacuer paisiblement les produits vivriers et manufacturés vers les centres de négoce. Un autre protocole d'accord, c'est celui signé à Goma, au Nord Kivu, entre le directeur général du FONER et le gouverneur du Nord Kivu. Ces protocoles d'accord portent sur la gestion de péages, l'entretien de routes et de la voirie urbaine de cette province. On fait le point avec Rudis Kitutu. Georgine Selemani Toulia, en tête d'une forte délégation du Fonds national d'entretien routier, était à Goma pour inspecter l'exécution des travaux de la voirie dans cette province qui, comme toutes les autres, a reçu le dernier financement du FONER. 2 jours de travail ont suffi au directeur général AI du FONER pour éclairer la lanterne des parties prenantes et aboutir à la signature du protocole d'accord de collaboration tripartite relatif à la gestion des péages et à la réalisation des travaux d'entretien des routes et des voiries urbaines de la province du Nord Kivu. Nous sommes venus renforcer le partenariat public-privé. Et ce partenariat public-privé, et comme c'est le FONER qui est un peu au centre de ce partenariat, parce que c'est le FONER qui collecte les fonds, alors nous voulons que toutes les parties soient impliquées dans ce protocole pour qu'il y ait transparence et traçabilité de tout ce que nous ferons. L'expérience du Nord Kivu dans l'entretien des routes par les privés en appui aux agences routières devra à travers ce partenariat s'élargir et se consolider. Caroline Zazou salue la bonne volonté du FONER. Une très bonne volonté exprimée par les fonds FONER pour voir aussi comment on peut expérimenter le dynamisme du Nord Kivu, le dynamisme des enfants du Nord Kivu qui sont prêts à aider et qui investissent dans les services comme l'entretien des routes d'intérêt national. Le protocole signé à Goma sur les droits des péages et l'entretien des routes dans certains axes permettra au FONER de faire les travaux dans le cadre de PPP où les intérêts des uns et des autres sont garantis. C'est une vision prônée par le chef de l'État et matérialisée par le FONER à travers le leadership dynamique de son DGAI. Dans un autre chapitre, le survivant de violences sexuelles brise les silences à travers une production cinématographique. SEMA, en français parlé, c'est ce film qui raconte les vécus de victimes. La première dame Denise Nakeo Tshisekedi tient à soutenir ces femmes et servir d'amplificateur de voix dans cette lutte qu'elle porte depuis un temps. Naïcha Kala nous en dit plus. Si une image vaut réellement 1000 mots, alors entendre les témoignages de viol décrits par les victimes elles-mêmes vaut plus qu'une interpellation. Ce 10 décembre, journée au cours de laquelle le monde célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ce jour choisi par le Mouvement national des survivantes de viol de la RDC pour braquer les projecteurs sur la souffrance et le quotidien des victimes et enfants issus du viol. SEMA, c'est le titre de ce film projeté en avant-première et qui retrace l'histoire de 2 victimes de viol dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'image reste forte pour la première dame de la République, Denise Nakeo Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre les violences basées sur le genre une de ses priorités et qui a choisi d'être le porte-voix. Le film SEMA qui veut dire en swahili, en français s'exprimer, et aujourd'hui ces films parlent des histoires des enfants issus du viol qui sont rejetés aussi comme leur mère dans la communauté, et ils parlent de réalités que nous vivons chez nous, en tant que première dame, en tant que mère de la nation, en tant que championne dans la lutte contre les violences sexuelles. Elle comprend déjà du fait qu'elle est dans la lutte, mais qu'elle puisse renforcer le fait d'aider les survivants, d'aider les processus de prise en charge, parce que c'est une voix
qui serait recommandé pour nous, pour le survivant de violences sexuelles, quand on a une première dame qui parle pour le survivant, c'est quelque chose qui adoucit quelque part notre douleur, parce qu'il y a quelqu'un qui a compris, qui a reconnu notre douleur. Plus qu'un film, SEMA est une invitation à briser le silence, à sensibiliser la population et à lancer un message fort à l'endroit des décideurs, surtout en matière de lutte contre l'impunité. Cette production cinématographique se veut être également une thérapie pour les victimes, souvent objets de stigmatisation. Le mouvement national des survivants de viol de la République démocratique du Congo compte à ce jour plus de 4000 membres, dont une dizaine d'hommes, et peut sans nul doute compter sur l'appui et le soutien. Lancé le 25 novembre 2020 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de femmes, la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre s'est clôturée sur une note satisfaisante. La cérémonie des clôtures a été présidée par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Yvette Makuntima. Pendant cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, les acteurs œuvrant dans ces secteurs, notamment les ministères du Genre, Enfants et Familles, les agences du système des Nations Unies et la société civile, ont mené des actions en vue d'accroître leur capacité dans cette lutte pour réduire les risques auxquels les filles et femmes sont exposées. Parmi ces différentes actions, l'on note les matinées de sensibilisation auprès de la population afin d'éradiquer ces fléaux qui ne cessent de décimer les développement de la République démocratique du Congo. Les interventions de la commissaire générale au genre de la ville de Kinshasa, Laetitia Benakabamba, la représentante de la société civile, se sont focalisées sur le rôle à jouer par tous pour prévenir les violences faites à la femme et à la jeune fille. Awandia Isek, représentante de l'ONU Femmes en RDC, a de son côté salué la détermination et l'engagement des autorités congolaises dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes. Ceci après la mise en place des instruments juridiques, notamment la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, révisée et autres. Il s'y est dénoté que le lancement prochain de la campagne Tolérance Zéro serait d'une importance capitale dans la lutte contre ces fléaux, tel est le souhait de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt qu'il ne cesse d'accorder aux questions de violences basées sur le genre. La lutte contre les violences basées sur le genre va au-delà des actions réalisées au courant de ces 16 jours d'activisme. La campagne Tolérance Zéro qui sera lancée dans les prochains jours s'inscrit justement dans cette dynamique de la mise en œuvre des différentes actions en vue de la victoire finale. Cette cérémonie de clôture qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme a connu la participation de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marine Toumbanzeza et la vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Deux chiffres qui font froid au dos, la ville de Kinshasa a enregistré en elle seule plus de 775 cas de violence domestique pendant la période de confinement. Le résultat de cette enquête a été publié par le Forum de femmes citoyennes et engagées pour la gouvernance, la démocratie et le développement au cours d'un point de presse, nous dit Eric Kabamba et Mireille Ndeke. Les confinements révélateurs de violences domestiques. C'est la conclusion d'un rapport publié par le Forum de femmes citoyennes et engagées pour la gouvernance, la démocratie et le développement, FOFE-CGDD. Pour la ville de Kinshasa, cette structure a enregistré plus de 775 appels de dénonciation des cas de violences domestiques, dont 3 cas de meurtre à travers sa ligne verte. Une enquête qui s'est étendue pendant 8 mois, soit du mois de mars au mois de novembre 2020, avec un pic à plus de 150 cas de violences domestiques enregistrés au mois d'octobre dernier. Augmentation liée à une aggravation des faits et une grande mobilisation des proches. Révélation faite par la présidente de ces forums, Marie Lukusa, au cours de ce point de presse, de ces points de presse. Nous avons comptabilisé que nous avons eu 168 victimes de violences physiques, 21 victimes de violences sexuelles pendant le confinement, 16 victimes de violences économiques pendant le confinement, violences
psychologique 293 victimes. Nous avons eu le meurtre 3. Nous avons eu la privation de liberté 9 personnes et cyberviolence 3 personnes. Les résultats de cette enquête viennent de démontrer que le confinement était tourné au cauchemar pour certaines familles, car cette période était inévitablement un moment propice pour les agresseurs dans leur stratégie d'emprise. On reste dans ce chapitre. Pendant la campagne de 16 jours d'activisme, les femmes ont été sensibilisées sur leurs droits. 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard de femmes, la période est mise à profit, notamment pour des actions de sensibilisation afin d'améliorer la condition des femmes et des filles. C'est à cet exercice que s'est adonnée la coalition contre les grossesses non désirées ici à Mongafula. L'article 14 du protocole de Maputo était au centre des échanges avec les filles et garçons membres de l'association pour l'encadrement des enfants délaissés et filles-mères. On est venu leur dire qu'il y a le protocole de Maputo qui est aujourd'hui un instrument juridique le plus légal pour qu'une femme qui a subi un viol, soit l'inceste ou si la santé mentale et physique de la maman ainsi que le fœtus ne permet pas à ce que la femme garde la grossesse. Donc cette femme-là pouvait bénéficier d'un avortement médicalisé sécurisé. Matière importante pour les participantes, il faut nécessairement la capitaliser, a fait savoir Sophie Ngaloula, présidente de la CEDEF. J'ai appelé les filles pour qu'elles apprennent que, au lieu de garder une grossesse non désirée, elles ont la possibilité de dénoncer et de faire comprendre aux personnes qui sont avisées pour que ces personnes puissent les aider à gérer cette situation-là, désastreuse dans laquelle elles sont tombées. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci et surtout de continuer à suivre votre télé. Au revoir et à très bientôt.